Il semble qu'il y ait quelque chose de très grave dans une école primaire du Wisconsin. Nous avons déjà évoqué Madison Bergman, enseignante de cours moyen 2 ayant démissionné après des allégations choquantes sur son comportement avec un garçon de 11 ans. À l'époque, nous savions qu'une collègue était accusée de connaître cette relation sans l'avoir signalée. Mais maintenant, à mesure que nous en apprenons plus sur elle, cette affaire s'est aggravée. Bienvenue dans Sidebar par Law & Crime, je suis Jesse Weber. De nouveaux détails choquants ont émergé sur un scandale majeur dans une école primaire du comté de Sainte-Croix, Wisconsin. Vous vous souvenez sûrement de Madison Bergman, non ? Elle fait face à près d'une douzaine d'accusations liées à des contacts sexuels avec un enfant de moins de 13 ans après avoir, selon les allégations, embrassé un garçon de 11 ans et entretenu une conversation de messages extrêmement inappropriée avec lui. Maintenant, Bergman, qui, soit dit en passant, devait se marier lorsqu'elle a été arrêtée en mai de l'année dernière, était responsable d'une classe de cours moyen 2 à l'école primaire Rivercrest. Nous en parlerons dans un instant, d'accord ? Mais lorsque tous les détails concernant Bergman ont commencé à sortir, il y avait une autre enseignante de cours moyen 2, Abigail Faust, qui a démissionné. La victime présumée de Bergman a dit à la police que Faust était au courant de ce que faisait Bergman et n'a rien fait pour l'arrêter. La victime présumée a aussi révélé que Faust avait eu des contacts inappropriés avec un élève. Selon le New York Post, des milliers de textos entre Bergman et le garçon évoquent un contact présumé entre Faust et un autre garçon où elle l'aurait poussé contre un mur et embrassé sur la joue. Faust a été inculpé dans le comté de Sainte-Croix pour manquement à la protection, préjudice psychologique, sollicitation et inconduite sexuelle envers un enfant. Lorsque la nouvelle de ces accusations s'est répandue, une famille du comté voisin de Washington, dans le Minnesota, juste de l'autre côté de la frontière, a réalisé qu'il s'agissait de leur nourrice. C'est exact. Cette famille avait embauché Faust en 2021 pour s'occuper de leurs enfants. Apparemment un bébé de quelques mois, une fille d'environ 9 ans et un garçon qui avait 15 ans lorsqu'il affirme que Faust a commencé à l'abuser sexuellement. Et si cette accusation n'était pas déjà assez odieuse, l'adolescent affirme que Faust a également commencé à coucher avec son ami. Parce qu'une partie des contacts présumés entre les adolescents et Faust a eu lieu dans le Wisconsin, Faust fait maintenant face à 13 chefs d'accusation supplémentaires, 2 chefs pour usage d'ordinateur facilitant un crime sexuel sur mineur, 5 pour agression sexuelle au second degré sur mineur de moins de 16 ans, 3 pour sollicitation d'enfants, 2 pour exposition à du matériel nuisible et 1 pour avoir amené un enfant de moins de 13 ans à voir ou écouter une activité sexuelle. Nous avons obtenu la dernière plainte pénale contre elle et franchement, les détails sont vraiment troublants. Nous voulons examiner les preuves que la police a recueillies jusqu'ici. Je veux inviter à nouveau sur le plateau l'ancien procureur pénal Dan Shore. Pour ceux qui l'ignorent, Dan dirige aussi un cabinet d'enquête sur les inconduites sexuelles qui collabore avec des écoles et établissements d'enseignement. Et il est aussi auteur d'un livre qui, malheureusement, traite de sujets très similaires à ceux dont nous parlons. N'est-ce pas, Dan ? Oui, il s'appelle Open Bar et il parle des inconduites sexuelles dans les établissements d'enseignement. C'est un problème très répandu que je rencontre tout le temps dans mon travail. Le livre révèle les coulisses et la réalité de ces affaires au-delà de ce que montrent les médias. Donc, il est toujours important de parler de ces sujets et je suis content que vous en parliez. Alors Dan, avant d'entrer dans les détails de cette plainte pénale, cela te surprend-il ? Est-ce que ça te choque que nous parlions de deux prédateurs présumés dans une seule école ? Oh, et c'est quoi ? Une école primaire ? Oui, il y a de nombreux détails choquants ici. Malheureusement, on constate souvent que lorsqu'un enseignant commet une infraction ou abuse sexuellement d'un mineur, ce n'est généralement pas un cas isolé. Si quelqu'un se sent encouragé à agir ainsi, j'ai constaté lors de mes enquêtes comme procureur et enquêteur pour des collèges et universités qu'il existe souvent un passé de mauvaise conduite, et c'est pourquoi, lorsqu'il y a une allégation, il est vraiment important que les écoles enquêtent et que les forces de l'ordre examinent ce qui s'est passé d'autre dans la carrière de cette personne. Il existe aussi une allégation selon laquelle cet enseignant, dans une autre école, savait qu'une autre personne avait une relation inappropriée et ne l'a pas signalée correctement. Beaucoup de choses à analyser ici avec de nombreux détails troublants. Vous savez, en parlant de tout ça, je dois vous dire que je couvre des histoires folles toute la journée. Et je ne vais pas vous mentir, ça me pousse vraiment à m'arrêter et à réfléchir sur moi-même, sur mes proches, ma famille. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, est-ce que ma famille pourrait toujours couvrir les grosses dépenses, n'est-ce pas ? On évoque l'hypothèque, les factures, les dépenses. Je sais que l'assurance vie n'est pas un sujet agréable. Mais la vérité,
c'est que la vie est difficile à prévoir, et il est crucial de commencer à chercher des options avant qu'il n'arrive quoi que ce soit de grave. L'assurance vie traditionnelle paraît toujours compliquée et intimidante, avec beaucoup de paperasse et d'attente. Parfois, il faut des examens médicaux, mais avec Ethos, c'est vraiment simple. Pourquoi ? Ethos est une plateforme en ligne permettant d'obtenir une assurance vie en 10 minutes entièrement en ligne. Il n'y a pas d'examens médicaux, il suffit de répondre à quelques questions sur votre santé. Et ce qui me frappe vraiment chez Ethos, c'est à quel point c'est rapide et abordable. Vous pouvez obtenir une couverture le jour même sans jamais quitter votre domicile. Et certaines polices commencent à seulement 2 $ par jour. Facturation mensuelle avec jusqu'à 3 millions de dollars de couverture et un plan personnalisé selon votre budget. Pour moi, tout repose sur la tranquillité d'esprit. Assurer la sécurité financière de votre famille, c'est protéger avec une assurance vie Ethos. C'est l'essentiel. Demandez votre devis gratuit sur ethos.com sidebar. C'est du thos.com sidebar. Donc, selon ce criminel, Plainte contre Faust, et c'est de cela dont nous allons parler, un détective de Sainte-Croix, Wisconsin, a rencontré les parents d'un garçon désigné comme victime numéro 1. Et ils ont révélé qu'Abigail Faust avait été leur nourrice quelques jours par semaine depuis 2021, et que leur fils affirmait qu'à l'âge de 15 ans, alors qu'elle en avait 24, leur relation avait pris une tournure sexuelle. La victime numéro 1 s'est assise avec le détective pour un entretien médico-légal et a révélé des détails absolument écœurants. La plainte pénale précise: j'ai demandé à la première victime comment elle se sentait depuis le signalement initial de l'abus sexuel. Il a déclaré d'une manière un peu dégoûtée qu'il se sentait manipulé et qu'il se sentait un peu utilisé. La première victime est devenue émotive, les larmes aux yeux. Vous avez dit qu'Abigail est peu à peu devenue comme un membre de la famille. La victime numéro 1 a expliqué qu'elle rejoignait la famille à leur cabane et les a récemment accompagnés aux Bahamas. Avant les abus sexuels, il disait avoir une relation normale avec Abigail. Elle s'asseyait souvent avec lui pendant qu'il jouait aux jeux vidéo et l'aidait à organiser sa collection de mangas. La première victime a dit que la relation avait changé en décembre 2024. Intéressant, n'est-ce pas, Dan ? Donc, d'après ce témoignage, Faust voit cet adolescent plusieurs fois par semaine, n'est-ce pas ? On pourrait dire qu'il devient peut-être plus à l'aise avec elle, mais c'est à elle de veiller à ce que cette relation reste professionnelle. C'est un enfant. Considéreriez-vous que ce que nous avons entendu jusqu'à présent relève d'activité normale ou bien l'allégation selon laquelle cela ressemblerait à de la manipulation ? Et comment faites-vous la différence entre cela et le fait qu'elle fasse simplement son travail de nounou ? Je veux dire, c'est là toute la nuance. Et vous soulevez beaucoup de points importants ici parce que, tout d'abord, la plupart des abus sexuels, pas tous, mais la plupart de ceux que j'ai enquêtés, impliquent quelqu'un qui occupe une position de confiance. Il peut s'agir d'une personne de confiance comme un enseignant, un entraîneur, un membre de la famille ou une personne proche qui abuse de cette relation et profite sexuellement d'autrui. Donc, malheureusement, il n'est pas rare de voir une affaire d'abus sexuel où une personne est digne de confiance aux yeux d'une famille, placée dans une position de confiance et abuse de cette confiance. Je pense que ce qui rend cette situation plus inhabituelle ici, c'est qu'il s'agit d'une femme de 24 ans qui est nounou et qui s'occupe d'une famille et, selon les allégations, commence ensuite une relation sexuelle avec un adolescent de 15 ans. La partie où, avec le recul, on peut considérer cela comme de la manipulation, s'asseoir avec lui, parcourir différents aspects de sa vie, en parler. Une famille qui engage une nounou accueille volontiers cela, non? Vous voulez que la nounou fasse partie de votre famille, qu'elle interagisse avec votre famille, qu'elle soutienne votre famille. Et malheureusement, si ces allégations sont vraies, cet accès à la famille a conduit à profiter de ce garçon de 15 ans. Et je pense qu'il est vraiment important qu'en tant que société, nous soyons arrivés à un point où nous prenons des affaires comme celle-ci au sérieux. Quand j'ai débuté comme procureur spécialisé dans les crimes sexuels, il y a 25 ans, beaucoup ne prenaient pas au sérieux ce type d'affaires impliquant un garçon mineur et une femme prévenue. C'était souvent vu comme un clin d'œil, du genre « Oh, je suis sûr qu'il le voulait parce que c'est un adolescent ». Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que société, nous avons reconnu qu'il s'agit d'un grave abus sexuel, que cela peut traumatiser un jeune garçon tout comme cela peut traumatiser une jeune fille, et que cela doit être pris au sérieux. Et c'est différent d'il y a quelques années. Alors, laissez-moi expliquer un peu plus. Selon la victime 1, lui et Faust parcouraient ensemble leurs souvenirs sur l'application Snapchat. C'est alors que la victime 1 a trouvé une photo de Faust se tenant la poitrine de façon provocante. Elle était habillée sur la photo, selon la plainte. Mais cela a mené à d'autres conversations à caractère sexuel entre les deux. C'est l'allégation. Et cela aurait également conduit à d'autres messages et photos inappropriées de Faust où elle portait de la lingerie. C'est selon l'adolescente.
Et la victime dit que Faust a mentionné à plusieurs reprises qu'elle savait que ce comportement était mauvais. En citant plus tard la plainte pénale, alors que ses abus sexuels envers la première victime s'intensifiaient, la première victime se souvient qu'Abigail présentait cela comme « tu sais que c'est mal ». Je sais que c'est mal, on aura des ennuis si tu en parles. Après avoir échangé des photos nues sur Snapchat, il se rappelle qu'elle lui avait écrit « Je n'arrive pas à croire que je vois une photo des parties génitales d'un garçon de 15 ans ». Il se souvenait aussi qu'elle lui avait dit sur Snapchat « Je me sens dégoûté de moi-même ». La première victime se rappelait de nombreuses fois où Abigail lui avouait avoir conscience d'agir de façon inappropriée. Maintenant, Dan, la connaissance est importante dans ces cas-là, n'est-ce pas? La compulsion, je ne sais pas ce que c'est. Si tu sais que c'est mal, pourquoi tu le fais? Mais la prise de conscience, ça devient crucial pour les procureurs. C'est certainement important de montrer la conscience de la culpabilité, de montrer la prise de conscience, mais il est aussi important de savoir que ces crimes sont des crimes prévus par la loi. Le terme viol statutaire est un terme générique pour désigner une situation où il y a une personne mineure et quelqu'un qui a dépassé l'âge du consentement et qu'il y a une relation sexuelle illégale. Dans ces cas, il n'est généralement pas valable en droit de dire qu'on ignorait l'âge de l'autre personne. Dans ce cas, elle en était consciente. Il s'agit seulement de savoir s'il y a eu contact sexuel et si l'une des personnes était mineure. Et cela suffit pour entraîner une condamnation. Mais bien sûr, toute la question de la conscience, je pense que cela ne joue peut-être pas sur la condamnation elle-même, car celle-ci est basée sur l'activité sexuelle et l'âge des personnes, mais plutôt sur la peine. Le fait que quelqu'un savait que c'était mal, qu'il l'a fait malgré tout, cela peut jouer sur la sévérité de la sentence. Je précise aussi que de nombreuses enquêtes concernent Snapchat, et il est très difficile d'y travailler car les messages s'effacent. C'est difficile de les obtenir et beaucoup de personnes dans ces relations utilisent Snapchat pour dissimuler leur communication. Mais ne sont-ils pas sur le serveur quand même? Genre, ils ne disparaissent jamais vraiment, non? Snapchat réagit différemment selon les gens. Les forces de l'ordre peuvent tenter d'y accéder et y parviennent parfois. Mais c'est bien plus difficile pour quelqu'un qui présente un dossier à la police sans ces enregistrements. Je sais qu'en tant qu'enquêteur, lorsque je travaille avec des écoles et qu'elles n'ont pas le pouvoir d'assignation, nous n'avons pas accès aux enregistrements Snapchat. Les forces de l'ordre agissent beaucoup ici, mais la façon dont les gens communiquent sur Snapchat dans ces situations sexuelles reste très dangereuse. Des relations impliquant des abus sexuels, parce qu'alors il n'y a pas de preuve que vous pourriez montrer à un ami, à un membre de la famille, à un enseignant et dire « Regardez, Voici. ces messages ont disparu, je ne sais pas pourquoi ». C'est surtout psychologique. Si quelqu'un sait que c'est mal, pourquoi persiste-t-il? Excellente question. Les criminologues tentent toujours de la comprendre. Parfois, cela peut être la tentation d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Et aussi, les gens commettent des abus sexuels pour diverses raisons. Parfois, c'est parce qu'ils ont été victimes d'abus sexuels quand ils étaient plus jeunes. Parfois, d'autres problèmes de santé mentale les font se sentir seuls, alors ils cherchent à se rapprocher de quelqu'un. Parfois, il s'agit de pouvoir et de contrôle, un facteur clé dans les abus sexuels que j'ai observés, où une personne aime dominer un subordonné, un plus jeune ou un élève face à un enseignant. Malheureusement, cela motive de nombreuses personnes à commettre des abus sexuels. Continuons. Plus tôt cette année, c'est là que la situation a empiré. À ce moment, Faust a commencé à dormir chez la victime. D'accord, c'est la nouvelle allégation. Citation. Vers le 17, le 16 janvier 2025, la victime. Un se rappelle qu'Abigail a dormi chez lui pour la première fois. Je lui ai demandé comment cela s'était produit. Il a indiqué qu'Abigail lui demandait, ainsi qu'à sa sœur, d'encourager leurs parents en son nom. Il a indiqué qu'Abigail a dormi plusieurs fois chez lui les mois suivants. Lorsque Faust dormait chez eux, la première victime affirme qu'ils ont eu des relations sexuelles. Il raconte qu'une fois son préservatif s'est cassé, ce qui les a inquiétés sur un possible risque de grossesse pour Faust et sur la suite à donner. Mais Faust aurait également fait des commentaires sur le fait qu'elle voulait être dans une relation sérieuse avec lui et avoir des enfants avec lui un jour. L'enquêteur a indiqué dans la plainte avoir demandé à la première victime ses sentiments sur sa relation avec Abigail à l'époque. Il a dit qu'en résumé, il avait le sentiment qu'ils étaient tous les deux dans une relation exclusive et amoureuse. Ils utilisaient des petits noms comme mon chéri bébé, mon amour et mon cœur. La première victime a dit que parfois, en tenant son petit frère, Abigail disait qu'un jour il s'occuperait ainsi de leur enfant. En avril, la première victime et de sa famille seraient partis en Floride. Faust avait été engagé pour garder les animaux, mais elle aurait utilisé la maison pour bien plus que des rendez-vous avec la première victime. Elle y a aussi amené un de ses amis, selon les procureurs. La première victime a dit aux enquêteurs qu'il soupçonnait Faust de le tromper avec un autre adolescent, après avoir vu sur Snapchat des photos d'un garçon identifié comme la deuxième victime et d'une femme censée être Faust.
La deuxième victime a dit aux enquêteurs qu'en l'absence de la première, il s'est retrouvé coincé et avait besoin d'un transport. Il a donc appelé Faust et elle l'a raccompagné chez lui et rien ne s'est passé à ce moment-là. Mais ils ont commencé à se voir et à passer de plus en plus de temps ensemble avant d'avoir finalement des rapports sexuels. Et la deuxième victime a dit à la police qu'il avait passé la nuit avec Faust, à la fois chez elle et chez la première victime, pendant que la famille était absente. La plainte pénale affirme que Faust, en découvrant que la première victime fréquentait une fille de son âge, a tenté de monter les deux garçons l'un contre l'autre en narguant la victime avec des récits de ses exploits avec son ami. J'aimerais inventer tout ça, mais c'est bien ce que nous lisons. Et malgré cela, la première victime affirme que leur relation sexuelle a repris cet été dernier, alors que Faust était encore la nounou de sa famille. En juillet, ils ont failli être surpris ayant des rapports sexuels lors d'un voyage familial dans leur cabane. La première victime a déclaré aux enquêteurs que ses parents commençaient à soupçonner sa relation avec Faust. En août, sa mère lui a dit de cesser de voir Faust et de couper tout contact. La première victime raconte que Faust est venu à son travail, lui a offert un t-shirt comme cadeau d'adieu. Ils se sont embrassés une dernière fois. Et plus tard dans la journée, Faust lui a envoyé un message disant qu'elle avait un mandat d'arrêt contre elle. C'était le mandat concernant sa conduite à l'école primaire Rivercrest. Malgré cela, les deux ont continué à s'envoyer des messages. Quand ses parents ont appris les accusations du Wisconsin aux infos, ils ont renvoyé Faust. Arrêtons-nous là. Dan, par où veux-tu commencer? Je veux dire, mon Dieu, c'est un tout autre niveau. Tu sais, d'un côté, c'est tellement choquant d'entendre tous ces détails. Ta façon de les exposer le montre. Plus largement, c'est un comportement de prédation. Quelqu'un devient indispensable à une famille, gagne leur confiance, puis en abuse et entame une relation sexuelle. Ce qu'on ne voit généralement pas, c'est la victime supplémentaire qui est aussi un ami du premier garçon, puis d'avoir des relations sexuelles avec cette personne au domicile de la famille. Ensuite, il y a l'autre problème à l'école. Donc, ce que tu vois ici, tu as déjà soulevé la question de pourquoi les gens font des choses alors qu'ils savent que c'est mal. Ici, si les allégations sont vraies, il ne s'agit pas d'une seule personne tentée. Il s'agit d'un schéma d'inconduite impliquant plus d'une personne. Et cela montre qu'il n'y a pas seulement une conscience de cela, mais aussi un intérêt à poursuivre ce type de relation avec plus qu'un seul garçon dans cette famille. Donc, c'est encore plus préoccupant. Cela va conduire à, vous savez, elle fait face à des accusations criminelles dans plus d'un État. On pourrait aussi envisager des peines consécutives en cas de condamnation. Et des témoins susceptibles de témoigner contre elle, non? La première victime s'était aussi apparemment confiée à une amie sur ce qui se passait avec Faust. Cette amie en a parlé à ses parents, qui l'ont dit aux parents de la victime présumée, lesquels sont venus le voir. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent essentiellement corroborer ce que la première victime a dit, n'est-ce pas? Non seulement cela, mais aussi, chaque fois que vous avez plus d'une victime prête à témoigner, c'est vraiment difficile pour la défense de s'attaquer à cela, parce qu'on peut toujours attaquer une personne en disant qu'elle n'est pas crédible. Ils ont un motif de mentir. Mais quand deux personnes différentes ont des déclarations similaires, il est difficile de croire que deux personnes séparées se réuniraient pour inventer quelque chose, et aussi lorsqu'elles parlent du même schéma de comportement, et qu'il y a également les autres éléments de corroboration que vous avez mentionnés. C'est vraiment difficile pour la défense d'empêcher, vous savez, l'accusation d'obtenir une condamnation. Et la mère de la première victime a également approché Faust elle-même. Oui, d'après la plainte, le détective a déclaré avoir brièvement parlé à la mère de la première victime. Elle m'a dit qu'elle avait appelé Abigail le 22 août 2025 pour la confronter. Elle a demandé à Abigail si elle avait couché avec la première victime. La mère de la première victime a dit qu'Abigail n'a pas répondu et a dit que ce sujet n'était pas à discuter au téléphone. C'est assez révélateur, non? Normalement, si tu demandes à quelqu'un s'il a des relations sexuelles avec ton fils mineur, tu t'attends à ce qu'il réponde non. Donc tout ce qui s'écarte de ça, tout ce qui n'est pas un non explicite, ça voudrait dire que tu penserais qu'il se passe quelque chose, non? Sinon, tu le dirais simplement. Donc, si ce n'est pas une discussion à avoir au téléphone, ça en dit long. Donc, c'est une preuve importante à laquelle cette mère peut témoigner que même si ce n'est pas un aveu explicite, c'est équivalent à un aveu explicite. Et oui, c'est une allégation, mais bon sang, c'est d'un tout autre niveau. D'après les dossiers du tribunal du Wisconsin, l'audience préliminaire de Faust est prévue pour le 15 octobre, mais elle a reçu une 200 000 $ en espèces. On ne sait pas si elle a pu la payer. Es-tu surpris qu'ils aient fixé une caution et que penses-tu du montant? Je ne suis pas surpris. Même si ce comportement est vraiment troublant, tu sais, nous ne connaissons pas de casier judiciaire pour cet accusé. Beaucoup de fois, le montant est basé sur le risque de fuite de la personne ou non, et sur le fait qu'elle représente un danger pour autrui.
C'est très présent dans l'actualité, donc la communauté saura de quoi elle est accusée. Donc cela semble être un montant raisonnable. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont probablement entamer de sérieuses négociations de plaidoyer entre l'accusation et la défense, parce qu'il y a beaucoup de preuves ici. La plupart de ces affaires se règlent par un accord de plaidoyer. Et suffisamment pour passer par une audience préliminaire, n'est-ce pas, afin d'établir qu'il y a des motifs raisonnables pour poursuivre l'affaire. Je veux dire, je pense qu'à ce stade, nous avons présenté beaucoup d'allégations, et il semble y avoir suffisamment d'éléments pour passer même cette étape, n'est-ce pas? Oui, le motif raisonnable est une norme très basse. Si une victime affirme avoir eu des relations sexuelles avec une personne majeure alors qu'elle était mineure, cela suffit à établir un motif raisonnable devant tout tribunal. D'accord, je veux revenir à cette enseignante Madison Bergman dont les allégations ont déclenché ces enquêtes. Elle a donc plaidé non coupable à plusieurs chefs d'accusation d'abus sexuels sur mineurs. Lors de l'audience préliminaire de Bergman l'an dernier, un agent de ressources scolaires a témoigné qu'elle et un élève de 11 ans avaient échangé plus de 33 000 messages. Pensez-y. Et certains de ces messages, qui donnent qu'à la chair de poule, c'est probablement la meilleure façon de les décrire, ont été révélés dans des documents judiciaires. Par exemple, ici, la victime dit « Ah mec, je veux juste t'embrasser ». Bergman répond « Moi aussi, genre tout le temps ». Bergman aurait aussi répondu « Aujourd'hui, quand tu as dit « Je sais que tu es en colère, mais j'ai envie de t'embrasser ». Oh là là, j'avais envie de te plaquer au sol et de t'embrasser passionnément. La victime dit « Haha, c'est vrai, j'aime aussi t'embrasser au sol. Ha ». Bergman, j'ai failli t'embrasser quand tu étais par terre aujourd'hui, mais j'ai été distrait par ton ventre. Maintenant, ces messages faisaient apparemment référence à la première fois où Bergman a eu un contact intime avec ce garçon. D'après une plainte pénale, quand les autres enfants sont partis, elle l'a embrassé sur la bouche. Il s'est dit assis par terre après le baiser, choqué que cela ait eu lieu, surtout que c'était son premier. Il s'est levé, a étreint Bergman, puis a quitté la classe pour prendre le bus scolaire. La victime a reconnu avoir embrassé plusieurs fois Bergman. La victime a aussi dit à l'officier qu'il y avait des lettres d'amour et des dessins échangés avec Bergman. Il a déclaré que Bergman conservait tous les papiers et dossiers, retrouvés ensuite dans son sac à dos en classe. Dan, tout d'abord, je pense que tu es en train de détruire l'innocence. Je pense que c'est une bonne façon de décrire ces accusations. Et si tout cela est vrai, quel effet cela a-t-il sur quelqu'un ? Absolument. Si quelqu'un est aussi jeune et qu'il entretient une relation sexuelle avec un enseignant, non seulement il est trop jeune pour avoir une relation saine de quelque nature que ce soit avec qui que ce soit, mais il y a aussi une personne en position d'autorité qui profite de lui physiquement, émotionnellement et sexuellement. Cela compliquera pour cette personne, en grandissant, la compréhension des relations sexuelles et romantiques saines. C'est vraiment, vraiment préoccupant et troublant. Un autre aspect, c'est que c'est vraiment difficile du point de vue des parents lorsqu'un enseignant trahit la confiance de cette manière. Parce qu'une grande partie de la communication avec les enfants de cet âge, c'est « Écoute ton enseignant, fais ce que ton enseignant dit ». Mon enfant de 11 ans vient de recevoir de nombreuses instructions de l'école pour la rentrée. Je pensais à ça récemment car l'une d'elles disait « Écoutez vos enseignants, on le répète toujours ». Et puis, quand votre enseignant vous parle de choses liées aux interactions sexuelles qui sont extrêmement dangereuses et inappropriées pour un enfant de 11 ans ou pour toute personne mineure, c'est difficile à comprendre. On m'a dit d'écouter mon enseignant. Comment savoir que c'est mal? C'est pourquoi il faut en parler avec les enfants. Lorsqu'un enseignant abuse de la confiance, cela trouble profondément l'enfant qui doit alors tenter de comprendre. Et ils n'ont peut-être pas une structure familiale où ils se sentent à l'aise d'aller vers eux, de demander de l'aide, de le signaler. Il y a beaucoup de honte impliquée. Les gens ne veulent généralement pas parler à leurs parents de leurs interactions sexuelles à aucun moment de leur vie. Beaucoup de complications permettent à certains d'échapper à ce type de mauvaise conduite. Je voudrais poser une question. Au tribunal, l'avocat de la défense de Bergman a soutenu que les accusations de contact sexuel devraient être rejetées car, malgré un contact physique inapproprié, aucune partie génitale n'a été touchée. Le juge a rejeté cette requête et a renvoyé l'affaire en procès. Et d'ailleurs, Bergman est actuellement en liberté sous caution avec des conditions strictes comme le port d'un bracelet électronique et l'obligation de rester à l'écart du jeune présumé victime. Est-ce que ça vous surprend ? Je ne suis pas surpris par cet argument, mais je ne le trouve pas pertinent. Bien des contacts intimes dépassent le simple toucher des parties génitales. Embrasser quelqu'un est un acte sexuel intime, tout comme toucher d'autres parties du corps. J'ai déjà traité une affaire où une personne endormie dans un train a été embrassée avec la langue sur la bouche.
Cela a mené à une condamnation pour agression sexuelle, bien qu'il n'y ait pas eu de contact avec les seins ou la zone génitale. Je ne pense pas que ce soit un argument valable, mais je ne suis pas surpris que la défense l'utilise. Peut-être qu'ils espèrent réduire les charges ou obtenir un meilleur accord de plaidoyer en affirmant cela. Eh bien, laissez-moi vous dire, Bergman et Faust, ils pourraient risquer pas mal de temps en prison s'ils sont reconnus coupables, mais nous continuerons à suivre l'affaire. Merci Dan Shore d'être venu, ravi de vous voir. Vous aussi, Jesse, merci d'en avoir parlé avec moi, c'est vraiment une affaire intéressante et importante. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur Instagram et X, je suis Jesse Weber, à bientôt.